L'interview de la semaine. Cette entreprise française a développé une plateforme logicielle complète pour aider les entreprises à verdir leur flotte. Mais à l'inverse des nombreuses startups ayant émergé ces dernières années ou ces derniers mois, celle-ci existe depuis près de 20 ans. L'occasion de faire le point avec Daniel Vassalucci, son fondateur et directeur général. Bonjour Daniel Vassalucci. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général d'Optimum Automotive, une société française qui propose une solution de gestion et de suivi des flottes des véhicules d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise en quelques mots ? Absolument. Alors, Optimum Automotive, c'est ce que moi j'aime bien appeler une vieille start-up, c'est-à-dire start-up parce qu'on est en innovation permanente. Le domaine dans lequel on évolue, en l'occurrence la gestion des flottes, et plus largement, on y reviendra certainement, de la mobilité, est un sujet qui nécessite d'être en innovation permanente, en tout cas d'utiliser au mieux les technologies les plus récentes aux fins de délivrer le meilleur service. Donc, et en même temps, vieille start-up, vieille parce que on vient de fêter nos 18 ans, donc on a l'âge de la majorité, de fait, ça nous donne à la fois ce côté innovant de start-up et ce côté un peu vieille structure, quand je dis vieille structure, avec déjà une certaine histoire. Vous êtes le fondateur de l'entreprise ? Alors oui, je suis le fondateur. Les choses sont faites, on va dire, étape par étape, pays par pays, technologie par technologie, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, Optimum est implanté en Europe, dans certains de nos pays, 5 à date, en France, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Angleterre, et là, très bientôt en Allemagne. D'accord. On est très, très implanté en Afrique. Ouais, également, avec une vingtaine de pays au travers d'un gros partenariat dont on parlera certainement tout à l'heure. Et puis désormais, depuis maintenant 1 an et demi, on est implanté également en Amérique du Sud, puisqu'on a ouvert des bureaux en Colombie qui nous permet de rayonner sur quelques pays autour. Voilà. Alors vous avez développé un logiciel, parce que c'est un petit peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui aide les entreprises à mieux gérer leur transition de leur flotte vers l'électrique. C'est-à-dire que vous avez été créé en 2006. J'imagine qu'en 2006 et jusqu'à il y a peu de temps, l'électrique n'était pas vraiment un sujet prioritaire pour vous. Et ça l'est devenu récemment, c'est ça ? En fait, l'électrique est un des sujets. Aujourd'hui, c'est un sujet important parce que on voit bien que tant le réglementaire que le climatique, si je peux m'exprimer ainsi, nous amène à aider les entreprises à accéder à cette transition-là. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le fond, quand même, de notre histoire, c'est d'abord d'essayer de collecter de la donnée pour aider nos clients. On aide nos clients, en fait, sur deux aspects, il y a deux philosophies et deux objectifs principaux. Le premier, c'est de les accompagner à essayer de minimiser les coûts, donc d'optimiser les coûts de la flotte et de la mobilité en général. Et deuxième volet de nos activités, c'est de les aider également à optimiser leur empreinte carbone. L'empreinte carbone de la mobilité en général. Parmi les actions que nous menons avec eux pour optimiser l'empreinte carbone, bien évidemment, il y a la transition qui permet de passer les flottes du thermique vers l'électrique, avec un fondement important qui est la donnée que nous avons utilisée, et nous allons certainement y revenir en détail, et c'est la donnée en fait qui est un peu la clé de toutes les actions que nous allons mener avec eux pour les amener à avoir une transition la plus éclairée, la plus, on va dire, susceptible de créer le moins de freins et d'achoppements dans l'adoption de ces nouvelles mobilités. Vous intervenez uniquement sur les véhicules particuliers ou ça concerne aussi les véhicules utilitaires dans les flottes d'entreprise ? Ah non, on intervient sur tout type de véhicules. D'accord. Ça va du véhicule du VP, effectivement, du véhicule particulier, jusqu'à du véhicule utilitaire, voire des camions, puisqu'on a également toute une partie de nos services qui accompagnent la transition camion également. Avec des besoins divers et variés d'ailleurs. Donc c'est vraiment l'approche est très très large et quand je dis très très large, c'est à la fois sur la couverture en termes de type de véhicule, ouais, mais également en type de besoin. On a développé une plateforme extrêmement riche qui va faire bien sûr de la gestion, mais qui va permettre aussi d'optimiser les déplacements, qui va permettre de mutualiser son parc également, qui va permettre d'optimiser fiscalement et socialement l'utilisation des véhicules. En fait, il y a énormément de services sur la plateforme. On a développé tout ça sur une seule et unique plateforme. Ouais. Et l'objectif d'une telle richesse, au-delà de pouvoir couvrir tous les types de véhicules, comme on le disait, c'est également de pouvoir activer
les services les plus pertinents en fonction du profil du conducteur et du profil du véhicule. Est-ce que c'est un VU? Est-ce que c'est un VP? Est-ce que c'est un conducteur type commercial qui va se déplacer avec son VP et où on va essayer d'optimiser l'aspect social, fiscal, etc. Est-ce que c'est un livreur sur lequel on va optimiser les kilomètres, etc. Avec toujours comme but, au pluriel, optimiser les coûts et optimiser l'empreinte carbone. Alors, vous avez évoqué deux sujets qui me paraissent intéressants et assez distincts, même s'ils sont complémentaires. Vous avez parlé de gestion de flotte et de gestion de la mobilité. Quelle est la différence pour vous entre les deux? Alors, historiquement, sur la gestion de flotte, si on reprend les deux fondamentaux, optimisation des coûts et optimisation de l'empreinte carbone, en gros, globalement, nos clients ont besoin de rapports, ont besoin d'indicateurs, de KPI, comme on dit, à la fois sur les coûts, qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, pour les gestionnaires de parcs savent de quoi on parle, puisque c'est leur indicateur principal, et puis de l'autre côté, tous les rapports RSE, etc., qui permettent de mesurer l'empreinte carbone, en fait, dans une entreprise. Petit à petit, le métier a évolué. Et donc, nos clients ont eu besoin non plus d'avoir un indicateur de TCO pour le coût, mais d'avoir un TCM, donc un Total Cost of Mobility, donc, qui englobe toute la mobilité en général, c'est-à-dire certes le véhicule, mais également, je sais pas, si vous prenez un Uber, que vous louez une trottinette, que vous preniez le train, l'avion, ça doit entrer en fait dans les coûts qu'on prend en considération pour la mobilité. Et le pendant est exactement le même sur la partie empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on ne mesure plus uniquement l'empreinte carbone des flottes de véhicules, mais on mesure l'empreinte carbone aussi de la totalité de la mobilité. Donc il est vrai que l'objectif a été d'accompagner nos clients d'une transition qui va du fleet management vers du mobility management. C'est pour ça qu'en fait, désormais, on parle de gestion de la flotte et de la mobilité en général. Mais alors ça veut dire par exemple qu'en dehors du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les flottes automobiles et plus particulièrement l'électrique, vous allez aussi être capable de gérer ce qui est généralement géré par ce qu'on disait à une époque les responsables de voyage ou les gestionnaires de voyage ou le bureau des voyages des entreprises, c'est-à-dire une facture de taxi, une facture d'avion, de train, etc. Vous allez jusque-là? Absolument. On va jusque-là et ce sont des services que nous avons ajoutés il y a un petit peu plus d'une année sur la plateforme. Ce sont des services qui permettent d'appréhender aussi les autres moyens de mobilité. C'est intéressant parce qu'il fallait qu'on capte à la fois quel était le mode de déplacement. Donc, on a mis en place une application mobile interconnectée avec tous les opérateurs de mobilité. Et on avait besoin aussi, pour calculer le coût de mobilité, on avait besoin également de savoir combien vous payez ces services-là. Et donc, on a rajouté sur la plateforme une carte de paiement en fait qui est complètement dédiée à la mobilité et qui permet en fait d'appréhender cette fois le coût de la mobilité. Donc on agrège le coût des flottes et le coût de la mobilité pour avoir la capacité d'accompagner nos clients dans l'appréhension globale de la mobilité, tant sur la partie des coûts que sur la partie de l'empreinte carbone. Alors on a parlé, je l'ai vu en tout cas sur votre site et dans vos communications, l'IA est évoquée. Alors c'est un sujet qui est à la mode aujourd'hui, c'est peut-être parfois un mot un petit peu qu'on utilise un petit peu à tort et à travers pour enjoliver ces plaquettes marketing, on va dire. Est-ce que vous, c'est une réalité? Vous utilisez réellement de l'IA et de quelle façon dans vos analyses? Alors on utilise l'IA à plusieurs niveaux chez nous. D'abord dans le dialogue avec nos clients, parce que nos clients échangent beaucoup avec les plateformes. Donc on utilise les langages modèles pour faciliter la relation, la discussion avec l'outil. Ça veut dire que concrètement, vous avez mis en place des chatbots qui utilisent des chats GPT ou autres pour... qui permettent de faire des extractions beaucoup plus rapidement que d'aller chercher l'information, sortir des rapports, etc. On peut poser la question en langage naturel sur la plateforme et elle va sortir les rapports et les données dont vous avez besoin. Donc ça, c'était un premier élément. Mais là, du coup, c'est du langage, on va dire de l'échange, du langage de l'échange avec l'utilisateur. Mais on utilise aussi l'IA sur de l'algorithmie parce que, en fait, tout ce que nous proposons en termes d'outils à nos clients, en fait, c'est ce que moi j'aime bien appeler la partie visible de l'iceberg. Parce que la partie invisible de l'iceberg, c'est vraiment toute la data que nous stockons. Parce qu'on tous les jours, nous cartons et nous stockons des téraoctets de données qui viennent des véhicules, qui viennent des conducteurs, qui viennent des contrats, qui viennent des factures. Il y a vraiment énormément de données extrêmement riches. Et cette donnée-là, en fait, elle n'a de sens qu'à partir du moment où elle a un traitement dit intelligent. C'est-à-dire qu'on essaie d'abord, premièrement, de faire en sorte que
J'aime pas employer les grands mots, j'aime pas employer le machine learning, le deep learning, sont des mots qui sont tellement galvaudés aujourd'hui. Bah, allez-y, n'hésitez pas. Dire, il y a de la data, il y a du big data effectivement, et derrière on met des algorithmes qui commencent à ressembler aussi à de l'intelligence entre guillemets. Ces algorithmes sont de plus en plus puissants pour aider nos clients à prendre des bonnes décisions. On y reviendra peut-être sur la partie électrique, mais c'est un exemple totalement illustratif de comment les algorithmes et la donnée peuvent faciliter le travail de nos clients à décider, à la fois la décision. Et puis, deuxième élément, la prédictivité, puisque quelque part, avec la totalité des données que nous avons et de l'intelligence, on peut commencer à prédire un petit peu et voire anticiper. Et là, pour nous, ça a été quand même un terrain de jeu extraordinaire parce que sur le véhicule, la prédictivité, il y a des enjeux énormes liés à ça, notamment, et on fait beaucoup de travaux avec certains constructeurs, justement, pour les amener grâce à l'intelligence et à la data, d'aller vers de plus en plus de prédictivité. Alors justement, allons-y, parlons de verdissement des flottes. C'est je dirais, probablement un virage aussi chez vous, qui est quand même assez important, autant que chez les gestionnaires de flotte. Comment ça se passe? Comment vous mettez ça en avant? Est-ce que vous heurtez à la réticence des entreprises ou au contraire à un intérêt pour le verdissement, sachant que de toute façon, intérêt ou pas, ils y sont un peu contraints avec la loi LOM. Donc comment tout ça s'organise pour une entreprise comme la vôtre qui existe bien avant ces problématiques de verdissement? Alors déjà, il faut bien segmenter les flottes et en tout cas notre portefeuille clientèle. Il est vrai que on a des clients qui vont du monopossesseur au véhicule jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de véhicules. Ouais. Déjà, cette segmentation est très importante à appréhender parce que les attentes et les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes un artisan et que vous avez 4 ou 5 embouts dans votre activité, vous n'avez pas la même appétence pour l'électrique ou sur la transition énergétique que si vous avez un grand groupe où vous êtes contraint avec des approches RSE, etc., des approches vertueuses d'ailleurs. Donc, l'approche n'est pas du tout la même. Il est vrai qu'aujourd'hui, essentiellement, quand on parle d'empreinte carbone et d'accompagnement vers la transition, on parle surtout de flotte de taille moyenne ou plutôt grande, et on accompagne en général un processus aujourd'hui qui est soit déjà enclenché, soit en cours d'enclenchement, qui est un processus de décarbonation. Aujourd'hui, toute structure déjà d'une certaine taille a un plan de décarbonation. Or, le transport fait partie des éléments et des axes de travail pour décarboner. Donc, on accompagne nos clients en fait dans la décarbonation. Donc, on a un plan d'action global et on les accompagne en fait avec des étapes. C'est-à-dire qu'on fixe les étapes ensemble. On a une feuille de route qu'on quantifie à tous les niveaux, sur le plan financier, sur le plan des rejets en tant que tel. On met un plan d'action qui va, du changement de véhicule du thermique vers l'électrique, qui va sur du comportement de conduite, qui va sur de la diminution de la taille de la flotte, qui va sur de la diminution des kilomètres parcourus. Enfin, il y a énormément de points sur lesquels on travaille dans le plan d'action, et surtout, on balise tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se donne des objectifs, en général à 24 mois, pour partir d'un point A à un point B de décarbonation. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on fixe ce plan, qu'il est clairement établi ensemble dès le départ, on a donc des points d'étape sur lesquels on fait le point et sur lesquels le client voit les avancées effectives de décarbonation, puisque on est capable de la mesurer. Donc à partir du moment où on est capable de mesurer, l'action est illustrée. Quelle est votre cible principale? Il n'y a pas de cible particulière, c'est toutes ces entreprises, ou alors est-ce que vous ciblez plutôt les TPE ou plutôt les grosses boîtes? En fait, non, il n'y a pas de cible particulière. La seule chose, c'est que on est organisé commercialement pour accompagner chaque cible qui n'a pas les mêmes besoins, qui n'a pas besoin des mêmes interlocuteurs, qui n'a pas besoin du même accompagnement, qui n'a pas besoin de... Les sujets sont complètement différents. Entre une TPE et un grand groupe, les sujets sont différents et la manière de les appréhender, les accompagner est complètement différente. Donc chez nous, on a structuré justement avec des divisions bien étanches, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, on les accompagne, mais on n'a pas de cible particulière. Sachant qu'aujourd'hui, ce qui se dégage quand même, qui est très intéressant, et on a fait un travail depuis plusieurs années à ce niveau-là, c'est qu'on travaille de plus en plus avec l'écosystème du véhicule. C'est-à-dire les acteurs qui eux-mêmes fournissent des services
Le véhicule en tant que tel, c'est complètement fou. C'est un des objets qui est le plus entouré par des services. Vous avez le constructeur, vous avez le distributeur, vous avez l'assureur, vous avez le fournisseur, vous avez le pétrolier ou le fournisseur d'électricité, vous avez l'acteur de la maintenance. En fait, il y a énormément de services. Et on travaille en fait avec tout cet écosystème. Parce que aujourd'hui, cet écosystème a besoin de data. Ils ont besoin de data pour deux raisons. La première raison, c'est pour affiner les services déjà qu'ils prodiguent à leurs clients aujourd'hui. Et deuxièmement, pour inventer aussi les services de demain. Parce que on sait très bien que tous ces métiers-là aujourd'hui sont en vrai questionnement avec l'avènement du véhicule électrique, l'avènement du véhicule autonome. Le paradigme est en train de changer. Et donc, forcément, pour pouvoir inventer et proposer de nouveaux services, la clé, c'est la data et la proximité avec son client. Et là, nous, on essaie modestement d'avoir un rôle dans la fourniture de la data, et dans le lien avec le client. Votre plus gros client représente combien de véhicules? Alors, notre plus gros client, ce sont des loueurs et ils représentent pour les plus gros une vingtaine de 25 000 véhicules à peu près. Ah oui, d'accord. Alors justement, est-ce que c'est plus, comment on va dire, est-ce que c'est plus facile de gérer pour un client un parc, je sais pas, de 100 véhicules ou un parc de 10 000 ou 20 000 véhicules? C'est-à-dire, est-ce que une fois que vous avez mis en place le process, est-ce qu'il est le même sur des petites entreprises et des grosses entreprises, ou est-ce que ça change? Il y a des gros changements, des grosses différences. Et la question sous-tendue, c'est est-ce que finalement c'est pas plus facile avec un gros parc parce que vous obtenez plus de data et vous pouvez plus granulariser vos données? Alors, concernant la data, on a mis en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette partie immergée de l'iceberg, qu'est-ce que nous appelons le data hub chez nous. On a mis en place des process qui permettent que vous ayez 10 000 véhicules ou que vous en ayez 5, d'avoir la même qualité de la data, avec la même granularité à tous les niveaux. Donc, en fait, on sait collecter la data. En fait, la réalité du quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce qui finalement va être plus facile à gérer, va dépendre du client lui-même et de sa maturité en termes de gestion de flotte en tant que tel. On a des clients qui ont 20 véhicules et qui gèrent ça parfaitement. Ils n'ont absolument pas besoin de nous, sauf quelques points d'étape pour voir que tout va bien et que les datas sont de qualité, etc. En revanche, on a des clients de plusieurs dizaines de milliers, enfin, en tout cas de milliers de véhicules, où là, on sent bien que dans les organisations, ça n'a jamais été trop la priorité. Et là-dessus, nous, on s'adapte. C'est-à-dire qu'on a des services d'accompagnement complètement modulables qui vont plus ou moins pénétrer dans l'organisation de l'entreprise. Si on a une organisation déjà très en place, on va être là en soutien. Parfois, il y a certaines organisations qui n'ont pas voulu avoir une organisation très structurée. Et là, du coup, on va prendre la main pour aller jusqu'à faire presque de la gestion déléguée, entre guillemets, et les aider à gérer la data et surtout à prendre les bonnes décisions. Vous proposez un module inédit qui s'appelle Optimum Car Sharing. Alors, j'ai trouvé ça assez original. Il s'agit de quoi exactement? De partage de voitures entre collaborateurs? Alors, oui, il y a le car sharing et le carpooling, c'est-à-dire qu'on gère à la fois du partage de véhicules et à la fois du partage de déplacements. Le carpooling étant le covoiturage, entre guillemets. Alors, pas le covoiturage Blablacar, on ne fait pas de particulier, mais c'est le covoiturage avec les trajets domicile-travail, vous savez, le matin, etc. Mais en revanche, pour revenir sur le car sharing, oui, c'est en fait mettre à disposition des véhicules. Alors, il y a deux approches dans le car sharing, il y a deux écoles. La première école, c'est par exemple sur le parking de l'entreprise, je mets, je sais pas, 5 voitures électriques que vous pouvez réserver pour aller en ville et puis le ramener et le remettre en charge. Premier exemple. C'est comme le partage de bureau en fait. Voilà, exactement. Mais il y a une autre école également qui est ce qu'on appelle la mutualisation de parc. Et là, l'intérêt est vraiment, enfin, il y a un véritable intérêt pourquoi? Parce qu'en fait, la mutualisation de parc sous-tend le fait d'optimiser la taille de la flotte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans les collectivités ou enfin peu importe, on a en fait des constats qui disent finalement on a des lois de roulage trop faibles, donc il faudrait diminuer la taille de la flotte. Sauf que si je vous ai attribué un véhicule, c'est compliqué de vous dire à partir de demain matin, vous n'avez plus votre véhicule. Ça se fait pas, ça marche pas comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose d'installer un dispositif de partage, de réservation sur tous les véhicules, et puis de donner non plus un véhicule à quelqu'un, mais au contraire de proposer de louer ces véhicules-là, comme si vous étiez en location. Et donc, on pourrait dire oui, mais c'est un inconvénient parce que j'ai plus mon véhicule. Mais c'est pas le cas. Parce qu'en fait, au contraire, vous êtes bénéficiaire. Parce que pendant la semaine, vous n'allez pas avoir besoin du même véhicule que pendant le week-end.
vous voulez amener la famille, je ne sais pas, à la mer ou je ne sais quoi. Donc concrètement, en fait, on met en exergue les bénéfices et ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on accompagne nos clients comme ça dans le car sharing intelligent, j'aime bien un peu employer ce terme-là, on arrive à diminuer de 10, 15, 20% la taille de la flotte de manière indolore, sans qu'il y ait vraiment une sensation de manque ou de trou dans la car policy et dans l'utilisation en tant que telle. Vous êtes également, vous l'avez dit, assez fortement implanté en Afrique et puis maintenant en Amérique du Sud. Est-ce que les problématiques sont les mêmes? Ça fonctionne de la même façon? Est-ce que là-bas aussi, il y a une question maintenant de verdissement? Alors, les problématiques sont différentes. Même si je vais, en fin de vos propos, revenir sur ce que vous êtes en train de mettre en exergue, effectivement. Mais la vraie problématique, d'abord, en Afrique du Sud, ce sont d'abord des problématiques sécuritaires. Sécuritaire des assets, sécuritaire du fuel, sécuritaire des marchandises, sécurité des conducteurs. Donc, c'est le premier sujet qui est à traiter. Donc, ça fait partie des fonctionnalités que nous avons sécurisées, en fait, les assets et les conducteurs et les marchandises et le fuel, surtout le fuel. En revanche, ce qui est vrai, et là vous avez raison, c'est que les problématiques de fleet management, de transition énergétique, etc., ne sont pas complètement absentes, parce qu'il y a aussi des flottes conséquentes en Afrique. Et ces sujets-là, aujourd'hui, deviennent de véritables sujets. Et au travers de nos partenaires, notamment l'Oxea, CFAO, Toyota, avec qui on a un très très gros partenariat pour couvrir la totalité de l'Afrique, effectivement, aujourd'hui, on équipe déjà des flottes sur des sujets de verdissement, sur des sujets de fleet management, d'optimisation des coûts, d'optimisation de l'empreinte carbone. Ce sont des sujets sur lesquels on déploie également des solutions en Afrique. Concernant l'électrification, vous avez dans vos data un chiffre qui vous dit exactement sur l'ensemble de vos clients et des flottes que vous gérez, la part de flottes qui ont été électrifiées aujourd'hui? Alors, pour être clair, il y a eu un engouement sur les 2 dernières années. La réalité, c'est que c'est plus l'hybride qui a pris le pas que l'électrique lunaire. Hein. Ça, c'est une réalité. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle si c'est pas bien utilisé. Ouais, et du coup, on essaie de mettre à disposition de nos clients une vision, des rapports qui permettent d'avoir la réalité de l'utilisation électrique de l'hybride. Ouais, c'est ça. Si c'est bien utilisé, ça peut être intelligent. Ouais. Mais il faut que ça soit bien utilisé. Sur la partie électrique, il y a eu des sursauts sur certaines marques américaines que je ne citerai pas, maintenant chinoises que je ne citerai pas, un petit peu du français également. Mais la réalité, c'est que quand même sur les derniers mois, on sent une accélération qui a tendance à baisser. C'est-à-dire qu'en fait, on sent un petit désaffection, c'est-à-dire que finalement, l'engouement tend un peu à retomber, ce qui nous fait poser question, parce que c'est vrai que il y avait des objectifs qui ont été fixés. Alors, est-ce que les objectifs resteront les mêmes en ces périodes un peu troubles? On ne sait pas trop ce qui va se passer réellement sur les objectifs, mais n'empêche que là, avec ce qu'on voit et les taux d'équipement actuels, on se demande un peu au niveau des flottes comment les objectifs vont être vraiment tenus. Est-ce que ce sont les gestionnaires de flotte qui tirent parti, enfin, ou qui tirent des conclusions ou des conséquences déjà de du début de l'électrification et qui ralentissent parce que ça convient pas exactement à leurs usages, ou est-ce que ce sont de nouveaux qui n'ont pas envie d'électrifier tout simplement? En fait, si vous voulez, au-delà des usages, il s'agit de prendre en considération après la réalité opérationnelle, c'est-à-dire entre le concept d'électrification et la réalité au quotidien. Alors, je vais laisser de côté les problématiques de recharge, etc., parce que le réseau se densifie. Donc, oui. Donc, globalement, allez, il faut pas être malhonnête. Aujourd'hui, c'est faisable. On peut vivre avec. En revanche, il y a des questions parallèles qui se posent et sur lesquelles il faut trouver des réponses aujourd'hui. Les problématiques de pneumatiques, avec des usures de pneumatiques quand même qui sont largement supérieures. Nous sommes des indicateurs que l'on voit sur les plateformes, des problématiques assurantielles également. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, aujourd'hui, les assureurs ne sont plus tout à fait friands à assurer des véhicules électriques parce que, on voit bien que très souvent, dans le cas des sinistres, il y a une partie gestion de sinistres très, très étoffée dans notre plateforme. On accompagne nos clients justement à gérer au mieux les sinistres, en tout cas à essayer d'avoir des plans d'économie également là-dessus. Et là, on s'aperçoit que sur les véhicules électriques, il y a un véritable désaffection assurantielle.
Pour les gestionnaires de flotte, c'est un autre sujet. Pourquoi? Il y a plus d'accidents ou les réparations coûtent plus cher? Les réparations coûtent plus cher et surtout, si les batteries sont touchées sur l'accident, vous pouvez dire que la réparation elle est annihilée et que vous repartez sur le changement. Donc concrètement, pour les assurances, ça a un impact non négligeable. Je fais quand même un petit clin d'œil sur Hertz aux États-Unis qui sortit le véhicule électrique, pas pour rien. Il y a un véritable problème d'assurance aujourd'hui. Alors peut-être qu'il sera résolu. Au moment où on se parle, c'est une réalité. Alors sur les pneumatiques, sans rentrer dans le débat, parce qu'on va conclure, mais on sait qu'il y a effectivement des études qui sortent assez régulièrement et qui tentent à démontrer que les voitures électriques consomment plus de pneumatiques. Or, quand on évolue un peu dans le milieu, comme c'est mon cas, et qu'on fréquente beaucoup d'électromobilistes, et j'en suis moi-même on dit le contraire. C'est-à-dire que on voit pas de différence. Donc je me demande d'où sortent ces études. Et vous, alors moi je vous fais confiance, vous le constatez vous-même dans votre gestion de flotte ou c'est simplement des on-dit aussi de la part des assurances, etc. ou de la part parce que concrètement. Alors je vais être clair, ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que nous voyons un taux de rotation de pneumatiques plus important sur les véhicules électriques? La réponse est claire et sans ambiguïté, oui. Est-ce que ça concerne tous les conducteurs? La réponse est claire et sans ambiguïté, c'est non. Donc en fait, concrètement, si vous voulez, ça ne va pas concerner tous les types de conducteurs, toutes les typologies. Ça va concerner plus du VU, etc. Où là, peut-être que la manière de conduire et de se comporter avec les véhicules sont pas tout à fait les mêmes que sur du VP. Donc ça va dépendre en fait aussi du type de conducteur. Ça, c'est une réalité. Alors Optimum a reçu un prix, une récompense pour son service Mobility Pack lors du dernier congrès Drive to Zero là qui a eu lieu récemment. Ça change quelque chose pour vous? C'est quelque chose que vous mettez en avant? Ça vous permet d'avoir plus de clients? On essaie de se donner de la visibilité aussi en essayant de concourir sur des prix. Pour nous, c'est la mise en exergue de l'innovation parce que comme je vous l'ai dit en introduction, quand on se dénomme vieille start-up, ça veut dire que quelque part, on met en avant aussi notre capacité à innover et à accompagner nos clients. Donc pour nous, oui, c'est une vitrine, c'est un moment important. Et c'est un moment important pour nos clients, mais pour être tout à fait transparent, c'est aussi un moment important en interne parce que je suis toujours tout à fait honoré pour l'entreprise, mais également pour l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs qui contribuent à ça tous les jours et qui travaillent en recherche et développement et qui sont tout à fait fiers de pouvoir proposer à nos clients sans arrêt de l'innovation, c'est-à-dire se dire, voilà, il y a des nouvelles technos à disposition, on va essayer de vous en faire profiter et encore une fois, d'aller optimiser tant les coûts que l'empreinte carbone et vous accompagner dans l'histoire de votre flotte et de votre mobilité. Une dernière question un peu plus personnelle, vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors moi, je roule en hybride. Je roule en hybride et j'ai des arguments. Je fais environ 80 km par jour et avec l'hybride que j'ai sélectionné, que je paierai, je roule en électrique toute la semaine. C'est ça, d'accord. Une très grande partie du week-end, donc je peux dire que je roule en électrique. En revanche, je suis friand également d'aller skier, notamment l'hiver. Et là, pour l'instant, ma portée est insuffisante. Donc, je me réserve une petite partie, entre guillemets, en thermique, parce que c'est peut-être par confort pour pas m'arrêter au milieu. Mais il n'empêche que, pour l'instant, c'est mon choix. Mais en revanche, à mon compteur, aujourd'hui, je suis à une consommation, parce que du coup, on mixe le taux, de 0,9 litres. Donc, je suis assez fier de moi. Donc, vous avez une utilisation assez idéale et vertueuse de l'hybride, en fait. Voilà, oui, j'ai fait en sorte que, absolument. Très bien. Merci beaucoup, Daniel Vassalucci. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général d'Optimum Automotive, une société française qui propose une solution de gestion et de suivi de flotte de véhicules d'entreprise. Merci.